Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Medi 1 TV, sur Cannes+, votre quotidienne consacrée à cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Avant de laisser la parole à mon acolyte, je vais d'abord vous souhaiter une très belle année 2026, pleine de bonheur et de joie, comme on le fait depuis toujours dans cette émission. Bonjour Nora. Bonjour Anas. Bonne année. Merci pour la énième fois. Bonne année à nos téléspectateurs. Merci de nous rejoindre tous les jours sur les antennes de Medi 1 pour Cannes+, à partir de 13h30. Pour revenir sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Si Mohamed Mahsoun. Vous êtes cofondateur de la plateforme digitale 532. Bonjour. Bonjour Noura, bonjour Anas, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un vrai plaisir d'être aujourd'hui avec vous. Merci d'être venu. Et à distance, nous recevons depuis Rabat un homme aux multiples casquettes, attention, chroniqueur, consultant, analyste vidéo, ancien directeur sportif du côté de la Guinée, c'est Alpha Baldé. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de Cannes+. Salam alaikum à tous, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir. Et casquette, mais aussi casse-tête aussi. On le verra pendant cette émission. Alpha, merci d'être présent. Alaikum salam. Et avant de rentrer bien sûr dans le vif du sujet, vous le savez, c'est direction le flash de la Cannes. La Côte d'Ivoire a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale en s'imposant par 3-2 face au Gabon dans un match disputé à Marrakech. Les Panthères, déjà éliminés, ont rapidement pris l'avantage en première mi-temps en inscrivant 2 buts. La réaction ivoirienne est venue avant la pause. Jean-Philippe Crasso a réduit l'écart à la 44e après une combinaison bien menée. En seconde période, les éléphants ont intensifié leur domination et à la 84e, Evan Guessant a égalisé d'un centre parfaitement ajusté. Dans le temps additionnel, Bazoumana Touré donne la victoire aux siens, scellant ainsi une belle remontée. Mais par contre, selon le média Gabon 24, suite à cette rencontre, le gouvernement gabonais a annoncé la suspension de l'équipe nationale gabonaise et la dissolution du staff technique jusqu'à nouvel ordre, mais également la mise à l'écart des joueurs Bruno Ekwele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang. On continue à Agadir. Le Cameroun a obtenu une victoire importante par 2-1 face au Mozambique pour décrocher sa place en huitième de finale. Le Mozambique a pris l'avantage à la 23e grâce à Geni Katamo qui a exploité un contre pour tromper le gardien camerounais d'une frappe bien placée. Le Cameroun a réagi avant la pause lorsqu'un but contre Sankan de Néné à la 28e a permis aux Lions indomptables de revenir à 1-1. Après la pause, le Cameroun a continué de presser et a pris l'avantage définitif à la 55e minute grâce à Christian Kofane qui a parfaitement conclu une action collective dans la surface. En huitième de finale, le Cameroun rencontrera l'Afrique du Sud. Et puis l'Algérie a bouclé la phase de groupe par une performance convaincante face à la Guinée équatoriale. Dans une première période maîtrisée, les Fennecs ont pris le large. Zinedine Blaïd a ouvert le score à la 19e, suivi par Fares Chaibi à la 25e. Puis Ibrahim Mazza a inscrit le 3e but à la 32e minute après une belle combinaison collective. En seconde période, la Guinée équatoriale a réduit l'écart à la 50e minute de jeu grâce à Emilio Nzoué qui a trouvé le fond des filets d'une frappe placée. Mais cela n'a pas suffi à contrecarrer la domination algérienne. Et puis dans un match décisif, le Burkina Faso a pris le dessus par 2-0 sur le Soudan. Les étalons ont inscrit le premier but à la 16e minute lorsque Lassina Traoré a coupé un centre à la réception d'une belle tête, donnant ainsi l'avantage en son équipe. Les Burkinabés ont ensuite contrôlé le rythme du match à la 85e. Arsène Kouassi a doublé la mise d'une frappe à l'entrée de la surface, assurant la victoire par 2-0. Et malgré une occasion manquée de revenir au score pour le Soudan, le Burkina Faso a su préserver son avantage jusqu'à la fin. Les deux équipes passent aux huitièmes de finale de cette compétition. Et voilà, c'était l'essentiel de ces rencontres de troisième journée de phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Et tout de suite, on pourra en parler plus en détail. On passe au débrief. Le débrief de Cannes+, comme l'a dit Noah, on va revenir sur ces rencontres qui comptaient pour la troisième journée puisque la phase de groupe s'est terminée hier avec 4 matchs dans les cadres des groupes E et F. Algérie, Guinée équatoriale, Burkina Faso, Soudan, on le rappelle,
même si vous l'avez déjà dit, mais oui, j'aime bien oui, rappeler. il faut rappeler. C'est toujours bon de rappeler. Côte d'Ivoire, Gabon et Cameroun, Mozambique. On va commencer par parler du tenant du titre, la Côte d'Ivoire. Les éléphants qui ont réalisé une superbe remontada aux dépens du Gabon, 3-2. Le Gabon qui n'a même pas réussi à sauver l'honneur. Si Mohamed, une question sur cette équipe ivoirienne. D'abord, avant de parler du cas gabonais, est-ce que vous sentez que cette équipe ivoirienne est plus dangereuse que la Côte d'Ivoire 2023 ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'il n'y avait pas d'évolution vraiment dans cette sélection ? Alors, je trouve que la différence, c'est que cette année, on n'attendait pas forcément la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en 2023, elle était attendue. C'était l'équipe qui avait accueilli la CAN. Donc, elle était très attendue. Là, franchement, avec les derniers matchs qu'elle a effectués, que ce soit en qualification de Coupe du Monde ou en qualification de Coupe d'Afrique, ce n'est pas une équipe qu'on attendait comme grand favori de cette CAN. Pourtant, c'est une équipe qui monte en puissance ces derniers matchs. Le troisième match là contre le Gabon, ils n'avaient même pas titularisé l'ensemble des joueurs titulaires et pourtant ils arrivent à renverser la donne et gagner 3-2 contre le Gabon. Donc c'est une équipe qui monte en puissance sur ce tournoi et franchement il faut faire attention à la Côte d'Ivoire parce que je pense que ça va être très dur de la disqualifier. Alors justement, cette équipe ivoirienne a réalisé une très belle remontada. Ils étaient menés par 2-0. Vous venez de le dire, Anas. Je vais me tourner vers Alpha Baldé. Qu'est-ce que vous en avez pensé en fait de cette rencontre disputée par la Côte d'Ivoire, ce match vaincu finalement par la Côte d'Ivoire, qui a vaincu plutôt les Panthères. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens peuvent encore créer la surprise et on peut le dire, peuvent montrer un meilleur visage que celui-ci? Un meilleur visage, ça faudra le voir sur la suite de la compétition. Mais une chose est sûre, c'est que déjà sur la compo, moi j'ai été un peu surpris parce que souvent on fait ce genre de changement dans le 11 lorsqu'on est assuré de finir premier ou peut-être deuxième de son groupe. Mais hier, il faut savoir qu'à un moment du multiplex, la Côte d'Ivoire était passée troisième et avait pris le risque d'affronter le Nigeria dans les huitièmes de finale. Donc voilà, donc c'est sur le 11 de départ déjà qu'Emers Faé a surpris beaucoup de monde. Que ce soit dans les buts avec Alban Lafont qui a fait cette erreur de main sur le premier but gabonais. Il y a eu la défense aussi qui a été énormément remaniée. Il y a eu pas mal de changements, 4 à 5, 6 changements sur le 11 de départ. C'est sûr que ça change complètement les plans d'une équipe et les habitudes. Elle a mis du temps à se remettre en place. Ensuite, il y a eu ces changements qui ont été opérés par Emers Faé. On a vu tout de suite que cette équipe ivoirienne a repris du poil de la bête. Ce but de Crasso avant la pause qui a été ultra important parce que lorsque vous êtes comme ça, bougé, malmené, la tête dans le seau, faut réagir avant de rentrer au vestiaire. C'est ce que Crasso a permis aux Ivoiriens de réaliser. Ensuite, en deuxième mi-temps, il y a eu qu'une seule équipe sur le terrain et surtout avec les entrées d'Amad Diallo devant, on a vu cette équipe ivoirienne, lui qui est le meilleur joueur de ce premier tour pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Ça a totalement changé la donne et la Côte d'Ivoire aurait même pu gagner par 2 buts d'écart si à la fin ce but n'avait pas été refusé pour une position de hors-jeu. Mais rapidement, il y a un mot qui résume cette équipe ivoirienne comme en 2023 lors de la CAN chez elle, c'est insubmersible. Insubmersible, pourquoi? Parce que rappelez-vous, lors de leur parcours en 2023 à Abidjan à domicile, c'est une équipe qui était quasi morte après le premier tour, sauvée in extremis par le Maroc sur le gang. Et ensuite, c'est une équipe qui avait été menée par le Sénégal en huitième de finale, qui a égalisé, qui est parti gagner au tir au but. C'est une équipe qui a été menée par le Mali, qui a égalisé, qui a gagné sur le gang face au Mali. C'est une équipe qui a été menée par le Nigeria en finale, qui a égalisé, qui a remporté le trophée au finish. Donc là, on voit aussi que c'est une équipe qui est souvent bousculée. Face au Cameroun, elle avait été bousculée en première mi-temps. Il y a eu la transversale, il y a eu 2 transversales pour le Cameroun. Elle a fini par réagir. Hier aussi, face au Gabon, elle avait été menée 2-0. Elle a fini par réagir. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on peut dire que c'est une équipe qui est insubmersible dans cette compétition et il faudra faire attention à elle parce qu'elle a des individualités qui peuvent faire la différence. Justement, cette équipe ivoirienne est pleine de surprises. On attend encore de nouvelles surprises pour le prochain tour. La Côte d'Ivoire, d'ailleurs, rencontrera le Burkina Faso en 8e de finale. On en parlera plus tard dans cette émission. Mais avant ça, je vous propose de regarder la réaction d'Emers Faé, sélectionneur de l'équipe ivoirienne, juste après ce match face au Gabon. On a raté notre première mi-temps. On a donné 2 buts aux Gabonais. On s'est mis dans une situation un peu compliquée, mais on a su trouver les ressources pour revenir
dans un premier temps et gagner ce match sur la fin et récupérer la première place aux Camerounais qui menaient aussi 2-1 et qui ont gagné. Donc c'est une satisfaction, c'est une joie d'avoir rempli les objectifs qu'on s'était fixés, de passer et de finir premier du groupe pour pouvoir jouer mardi, pour pouvoir jouer ici à Marrakech et avoir 6 jours pour préparer le 8e de finale contre le Burkina. Il y a des joueurs qui ont marqué des points, il y a des joueurs qui ont un peu moins marqué, mais le plus important c'est que le groupe continue à avancer, le groupe restera solidaire avec tous les joueurs et c'est tous ensemble qu'on ira gagner le trophée qu'on envisage. Pour revenir vers vous aussi, Mohamed, le Gabon mené par 2-0, mais finalement a été mené, la Côte d'Ivoire, renversé même, la Côte d'Ivoire a réalisé une remontada incroyable. Pour vous, pourquoi le Gabon n'a pas pu maintenir son avantage sur la Côte d'Ivoire et pourquoi finalement l'équipe a échoué en fin de rencontre? Moi, sincèrement, la question que je me pose, c'est comment ils ont fait pour marquer les 2 premiers buts. Parce que, sincèrement, il y a un écart de niveau indéniable entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. D'autant plus qu'à la deuxième mi-temps, il y a eu des changements. Donc, il y a eu des joueurs titulaires qui ont repris leur place. Je trouve que c'était un peu déséquilibré comme match. La Côte d'Ivoire est une très grande équipe. Le Gabon, de par sa disqualification, n'avait rien à jouer. Donc, ça faisait que c'était un peu difficile de tenir face au vainqueur en titre, donc la Côte d'Ivoire. Et est-ce que le fait de jouer une équipe sans pression, le Gabon est une équipe sans pression, la Côte d'Ivoire, elle, a la pression de devoir gagner, au moins faire un meilleur résultat que le Cameroun pour aller continuer cette compétition, est-ce qu'il n'y avait pas quand même cette pression sur les Ivoiriens de jouer une équipe qui, elle, au contraire, n'a rien à perdre? J'aurais été d'accord s'ils avaient aligné les titulaires. En fait, je pense dès le début, on a vu que l'entraîneur, il voulait pas du tout accepter cette pression. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pas titularisé les joueurs titulaires. Et donc, il y a eu soi-disant l'équipe B de la Côte d'Ivoire qui jouait contre le Gabon. Donc, dès le début, on voyait qu'on se posait des questions. Mais le Côte d'Ivoire, il ne joue pas la première place, la deuxième place. Du coup, je pense qu'ils ont su bien gérer cette pression et la transformer en une pression positive. Pour passer à l'autre rencontre d'hier soir, le Cameroun a vaincu le Mozambique par 2-1. Alpha Baldé, pour vous, comment est-ce que le Cameroun a-t-il réussi à renverser ou mener le Mozambique, gagner le Mozambique après l'ouverture du score de Génie Katamo, un joueur vraiment qui, pour moi, est une révélation lors de cette CAN? Un joueur qui est très bon du côté du Sporting Portugal, absolument. et un joueur que moi personnellement je connais, qu'on avait rencontré la Guinée lors des éliminatoires de la Coupe du Monde et il nous avait même battu lors du match aller. Non, pour revenir sur le Cameroun c'est une surprise. On parlait du Gabon tout à l'heure qui est une surprise mais négative, déception totale parce que pour moi c'était une équipe qui pouvait faire quelque chose lors de cette CAN. Et le Cameroun c'était une grosse interrogation. Autant c'était une équipe que tout le monde attendait qui allait passer à la trappe, mais on avait rappelé un petit peu le contexte. Le Cameroun c'est une nation un peu, c'est une équipe qui aime un peu souffrir, qui aime un peu le contexte particulier autour des Lions. On en a rappelé 2017, ils vont remporter la Coupe d'Afrique face à l'Égypte. C'était une équipe où il y a une dizaine de joueurs qui n'avaient pas accepté de répondre à la sélection. C'est une équipe qui sortait d'une Coupe du Monde 2014 où on avait vu des joueurs se déchirer sur le terrain. On se rappelle de l'épisode Assou et Koto. C'est une équipe qui était venue pas attendu en 2017 et là le contexte de 2025 était quasi identique avec un changement d'entraîneur au dernier moment, une élection à la FECAFOOT avec Samuel Eto'o qui a été reconduit, un entraîneur qui était appuyé par le ministère contre la fédération. Il y avait cette guéguerre-là, certains joueurs qui étaient considérés comme anti-Eto'o ou ne voulaient pas se ranger. Donc il y avait ce contexte un peu particulier camerounais avec un coach local qui a repris la tête de cette équipe-là. Et dès le premier match, on a senti une équipe du Cameroun. Moi, je l'avais dit, la première mi-temps face au Gabon, même si le Gabon avait dessus, le Cameroun a fait une meilleure première mi-temps que les 3 matchs de premier tour que moi j'avais vus en Côte d'Ivoire parce qu'on était dans la même poule, Cameroun, Guinée, Sénégal et la Gambie. Donc, on a vu une équipe du Cameroun tout au long de la compétition qui a vraiment tenu tête même face à la Côte d'Ivoire, qui méritait pour moi de remporter ce match-là, tout simplement. Et aujourd'hui, hier, ils avaient été battus 1-0 par le Mozambique. Ils ont repris le match, ils ont repris leur identité et on a vu une équipe du Cameroun au-dessus. Par rapport au Cameroun, justement, on ne les attendait pas forcément. C'est un peu là aussi une équipe tapis dans l'ombre. Est-ce que tous ces changements, non seulement de joueurs, exit André Onana,
exit Vincent Aboubakar. Castelletto aussi s'est blessé juste avant le début de la compétition. Est-ce que toutes ces absences qu'on pourrait considérer au départ vraiment préjudiciables pour la sélection camerounaise n'ont pas fait plutôt partager la responsabilité sur quasiment tous les joueurs, parce qu'on n'a pas vraiment de stars à part Brian Mbeumo peut-être ou Carlos Baleba, et finalement ça a amené moins de pression à ces Lions indomptables? Ça a amené moins de pression et ça a surtout peut-être soudé l'équipe. Et le fait de ramener, rappelle-toi, 2017, Anas, moi je sais que tu l'as en tête, il y a un certain André Onana qui vient pas aussi. C'est ce qui fait qu'on découvre le gardien Fabrice Ondoa, pardon, à l'époque. Il y a pas mal de joueurs qui n'avaient pas accepté de venir à cette Coupe d'Afrique 2017 parce qu'il y avait également énormément de problèmes. Et comme tu cites ces joueurs blessés, je rajoute aussi Zambo Anguissa qui fait une excellente saison du côté du Napoli. Et c'est sûr que ça me rappelle un peu aussi le contexte italien de 2006 lors du Calciopoli. Moi qui suis un peu plus le foot italien, c'est ce genre de contexte-là arrive à créer une famille, arrive à souder des hommes au-delà des joueurs sur le terrain. Et quand on sait qu'une compétition, c'est sur 3 semaines, il y a certes du football, mais au-delà du football, il y a quelque chose qui peut vous amener plus loin. C'est cet état d'âme-là, ce lien, cet esprit d'équipe, ce MLE, comme on l'appelle au Cameroun. Et ce MLE, il est tout simplement justifié par exemple par un coach, David Pogou, qui est aujourd'hui le sélectionneur de cette équipe du Cameroun, qui est méconnu à l'international, mais qui est très connu sur le plan local, qui est un fils d'un ancien militaire et qui l'a dit dès qu'il a pris les rênes de cette équipe du Cameroun, on va rétablir la discipline dans cette équipe-là. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est un petit peu ce qui manquait. Chacun tirait de son côté. On ne voyait pas un véritable collectif. Et là, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, tout ce qu'on peut dire, c'est que le Cameroun tire ensemble dans la même direction et à sa tête un coach qui est uniquement consacré sur la sélection. Alors, pour revenir également sur le troisième match de cette soirée d'hier soir, la Guinée équatoriale s'est inclinée face à une Algérie plutôt dominante par 3-1. Alors, Si Mohamed, pour vous, on a vu hier l'Algérie mener déjà par 3-0 à la 35e minute de jeu. Est-ce que cette domination précoce, est-ce qu'elle reflète la différence de niveau qui existe entre les deux équipes ? Alors, la différence de niveau, je pense, elle est certaine. L'Algérie est, je pense, une des meilleures attaques de ce tournoi, de par son effectif et de par ce qu'elle produit comme jeu. Maintenant, je pense ce qui change aussi, et je pense Riyad Mahrez en a parlé, c'est qu'on se retrouve dans des petits stades avec une ambiance énorme, beaucoup d'Algériens présents dans le stade, ce qui fait que le public il pousse l'équipe à produire le meilleur d'elle-même. Et donc le résultat, c'est que l'Algérie a fait 3 grands matchs dans cette compétition et ça va être une équipe très difficile à vaincre. Et justement, par rapport à cette équipe algérienne, après 2 éliminations prématurées, en 2021, en 2023, déjà en 2021, c'était face à la Guinée équatoriale, est-ce qu'on sent une Algérie plus rageuse, en tout cas on la sent plus... Non mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a la grinta ou le MLE dont on parlait du côté du Cameroun, on sent plus de grinta dans cette sélection algérienne, dû au public, dû à l'environnement aussi, qui fait que pas mal de grandes sélections performent dans cette compétition. Est-ce que c'est une équipe dont il faut avoir peur, que ce soit pour la RDC ou même pour les potentiels adversaires en quart de finale? Alors bien sûr, le match contre le RDC, je pense que ça va être un match très disputé, très difficile des deux côtés. Je pense que l'Algérie, de par, comme j'ai dit, le public et la rage dont tu as parlé, elle aura un léger avantage. Maintenant, comme tu l'as très bien dit, l'Algérie, ça va être une équipe à suivre ce tournoi. Ils peuvent aller jusqu'au bout, mais j'espère qu'ils n'y iront pas. J'espère que ce sera le Maroc. On espère aussi, en tout cas, on espère, pour que le Maroc s'impose. Non. Et selon vous, Alpha Baldé, en fait, cette supériorité ou cette domination algérienne hier face à la Guinée équatoriale, en fait, quelles sont les clés de cette domination algérienne? Est-ce que c'est également l'apparition de nouveaux profils, nouveaux jeunes talents qui sont vraiment prometteurs? On a vu également Ibrahim Mazzak, on reviendra sur le profil de ce joueur tout à l'heure. Hadji Moussa également, qui a été excellent hier avec 2 passes décisives extraordinaires, qui aurait même pu faire un triplé de passes décisives. Même Chaibi également, et Abdelli, le joueur d'Angers qui a été appelé au tout dernier moment pour remplacer Oussem Aouar. Donc voilà, c'est la profondeur du banc, vous l'avez parfaitement cité, ce qui fait la force de cette équipe d'Algérie. Là aussi, je parlais tout à l'heure de ressemblance du Cameroun de 2017. L'Algérie ressemble un petit peu aussi à celle de 2019, qui venait là dans l'inconnu, entre guillemets, total, ou en tout cas dans une forme d'interrogation où on ne s'attendait pas à ce que l'Algérie puisse performer d'une certaine manière.
parce que rappelez-vous, les 2 dernières CAN, l'Algérie est éliminée au premier tour. Là, même après le premier match, victoire face au Soudan, mais il y a un carton rouge du Soudan pendant que c'était à 11 contre 11. C'était un peu compliqué dans l'animation offensive. C'est ce que d'ailleurs on reproche un peu à Petkovic. Le match face au Burkina Faso, il y a eu un choix clair, tactique, de changer, d'enlever Riyad Mahrez en deuxième mi-temps et de rajouter un défenseur et donc de choisir la gestion du match et de jouer sur les contres face à une équipe du Burkina qui doit être plutôt prenable. Mais hier, ce qu'on a vu, c'est une équipe libérée, déjà qualifiée, qui a fait confiance à ses coiffeurs qui ont tenu le rang. Un joueur comme Maza, qui est venu comme remplaçant dans le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, aujourd'hui a gagné des points. Je pense il va finir titulaire dans ce 4-2-3-1 de Petkovic, de cette équipe de l'Algérie. Donc oui, effectivement, c'est une équipe qui a démontré, qui a malheureusement encaissé, sinon ça aurait été la seule équipe, je pense, qui n'a pas encaissé du tournoi sur ce but d'Ensoué. L'Algérie fait peur aujourd'hui. L'affiche face à la RDC va être extraordinaire. Ça va être l'une des affiches les plus prometteuses et on aura de très belles affiches en huitième de finale. Noura, Alpha, j'ai senti que vous commenciez un peu à brûler les étapes, à parler de certains joueurs, à donner vos avis sur certains joueurs. Eh bien, pour ça, on va passer à la prochaine rubrique et il s'agit du conseil. Le conseil de Cannes+, c'est votre occasion de parler des joueurs qui vous ont marqué lors des matchs de la soirée d'hier. Il y en a eu 4, on le rappelle, Burkina Faso, Soudan, Algérie, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, Mozambique. Comme ça, vous remettez un peu les effectifs de chaque équipe en tête. On va commencer par le premier match. On en a parlé tout à l'heure, c'était Côte d'Ivoire, Gabon. Selon vous, quelle équipe en tout cas, quel joueur a marqué cette rencontre? Et comme d'habitude, là, autant sur le plateau, on a des ardoises, vous l'avez juste devant Alpha. Malheureusement, on n'a pas envoyé d'ardoise du côté de Rabat. Mais quel est, vous, le joueur qui vous a marqué dans ce match entre éléphant et panthère? J'ai envie de te dire Bouanga un peu parce que il a un peu sauvé, mais bon, ça n'a pas tenu sur la durée. Mais tu vois, le milieu de terrain, rappelle-moi son nom, ivoirien, qui avait fait son entrée face au Cameroun, qui avait été très bon. Rappelle-moi sur la compo, je l'ai pas sous les yeux. Ensoa ou quelque chose comme ça. Inaoulaï. Voilà, qui a été eu homme du match par la Confédération africaine, absolument. Exactement. D'ailleurs, qui avait fait une bonne entrée face au Cameroun, qui est un joueur très intéressant, qui apporte toujours dans la projection, qui est très intéressant, qui peut porter ce ballon, casser des lignes, qui peut apporter sa technicité, qui est toujours disponible. Pour moi, c'est un joueur sur qui Emers Faé devra compter dans des matchs qui seront un peu fermés, dans des matchs qui auront besoin un peu d'animation, de mouvement autour du ballon. Pour moi, c'est un joueur qui m'a vraiment tapé dans l'œil depuis son entrée sur le deuxième match. Et hier, ça a été une confirmation pour moi. Je vous laisse montrer vos ardoises. Vous avez donné des attaquants ivoiriens. Je suis allé plutôt sur un défenseur, même si dans ce match-là où la Côte d'Ivoire encaisse 2 buts, on ne va pas forcément mettre en valeur les défenseurs. Je vous laisse d'abord, Noura, parler de Oumar Diakité, le défenseur, l'attaquant du Ce joueur m'a réellement impressionné par sa force physique surtout. J'ai trouvé vraiment très motivé. Il est allé beaucoup en avant. Il a fait un énorme travail sans ballon. Il a failli inscrire 2 buts. Malheureusement, il n'a pas été aussi décisif qu'il le voulait. Mais je trouve que c'est un joueur qui est prometteur et qui risque de vraiment peut-être inscrire plusieurs buts dans ces phases finales. Enfin, on l'espère en tout cas. Mais c'est un joueur qui est vraiment bon, qui a mis cette défense vraiment à mal et en difficulté. Et j'espère le voir marquer surtout. Et vous alors autre champion d'Afrique en titre, Jean-Philippe Crasso, l'attaquant du Paris FC. Moi, mon choix, il est un peu anecdotique parce que ce joueur, je le connais depuis quelques années. Je pense pour ceux qui suivent un peu la Botola, il évolue à... Alors je remonte. Donc, Crasso, Jean-Philippe Crasso, il évolue à Saint-Etienne et à un moment il était lié au Raja Casablanca à l'époque de Aziz Bdraoui. Donc il était à 2 doigts de signer au Raja. Malheureusement ça ne s'est pas fait, malheureusement pour la Botola. Et donc depuis j'ai suivi un peu ce joueur, j'ai vu qu'il est parti au Paris FC et c'était un peu un plaisir de le revoir là jouer. Je pense que c'est un très bon attaquant qui peut très bien débloquer des matchs quand il le faut. Et on l'a vu, il a fait un très bon match, il a pu marquer quand il le fallait. Et donc je pense qu'il aura une bonne suite de compétition avec la Côte d'Ivoire. Absolument.
Vous avez parlé d'un ancien Rémois, je vais parler aussi d'un ancien Rémois, Emmanuel Agbadou, le défenseur central aujourd'hui à Wolverhampton. Ce n'est pas un joueur qui est forcément titulaire dans cette défense centrale. On a des joueurs qui sont un peu plus performants, notamment Kosunu ou encore Evan Dika. Mais Agbadou, dans cette rotation d'effectifs, eh bien, je pense qu'il a quand même montré sa solidité défensive. Il est toujours présent dans les duels. C'est un joueur qui aime les duels aussi. C'est important pour un défenseur central. Et je pense qu'il a sa carte à jouer dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Surtout qu'il y a des matchs où ça va se jouer. Surtout aussi qu'il a un très bon jeu de tête. Je ne dis pas ça parce que c'est un défenseur central, mais c'est un joueur qui a toujours montré qu'il était présent, notamment sur les coups de pied arrêtés. Et c'est pour ça que je voulais le mentionner pour cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. On va désormais parler du match entre Algérie et Guinée équatoriale. Et à présent, même exercice, on va vous demander de mettre le nom du joueur qui a réalisé la meilleure performance de ce match. Alpha Baldé. Toujours pas d'ardoise Oui. de Rabat. Votre joueur, homme du match. Voilà, elle est imaginaire. Et vous donnez le nom, ça sera en audio description. D'ailleurs, commencez, dites-nous déjà. Je pense qu'on va tous être unanimes là-dessus. Moi, je mets voilà, on n'est pas si unanime que ça. C'est vrai que c'est pas facile. Je mets Hadj Moussa. Parce que Maza, c'est sur la continuité. Hadj Moussa, c'est sur hier. Hadj Moussa, allez. Hadj Moussa, auteur de 2 passes décisives face au Nzalang national. Moi, je suis allé partir chercher l'autre solution que vous avez évoquée. Et on est quasiment tous pareils, sauf c'est Mohamed qui a donné Farid Cheibi, le milieu offensif de l'Eintracht Francfort. Encore une fois, un choix anecdotique parce que c'est un joueur que j'ai connu à l'époque quand il côtoyait Zakaria Bouhlal. Du côté de Toulouse. Exactement, à Toulouse. Ensuite, il a fait le choix de rejoindre Francfort. Et depuis, je trouve que c'est un jeune très prometteur qui a apporté un peu de fraîcheur à l'Algérie et qui a su, pas remplacer Riyad Mahrez, mais tu vois, c'est une lourde responsabilité de jouer dans l'aile gauche quand tu es algérien. Mais je pense qu'il s'en sort pas mal avec un but. Donc, j'aimerais bien souligner sa performance. Et pourtant, il a été un peu critiqué lors du premier match. C'est pour ça que lorsqu'on l'a vu remplacé par Ibrahim Maza, et là, je vous tends la perche, Noura, pour parler du milieu de terrain du Bayer Leverkusen, eh bien, mais il a marqué les esprits. Ça a peut-être piqué son orgueil aussi, Chaibi, mais Maza est resté régulier tout au long de la D'ailleurs, il a réalisé un but et 2 passes décisives. Donc, je pense qu'il a été vraiment décisif au moment où il le fallait. Donc, il a marqué les esprits des supporters algériens. On l'a vu sur les réseaux sociaux, il fait fureur. Tout le monde a aux lèvres le joueur Ibrahim Maza. D'ailleurs qui est d'origine algérienne et vietnamienne, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est vraiment une double nationalité très unique, on va le dire. Mais c'est un joueur qui est sur le terrain, vraiment a beaucoup montré de talent, il est très fort techniquement, on l'a vu sur un petit pont vraiment mémorable qu'on a pu voir. Donc c'est un joueur techniquement qui est très bon, qui est décisif. Donc il a tout pour lui et je pense qu'il ne peut qu'évoluer encore au cours de cette compétition. Et vous avez changé d'avis. Non. Je suis le porte-voix de certaines voix sur les réseaux sociaux qui parlaient de Mazadona. En référence bien sûr à Diego Maradona. Mais c'est vrai qu'Ibrahim Maza, c'est une véritable surprise. Et on en parlera plus en profondeur. Juste pour parler de son match hier, déjà un petit pont qui met sur un équato-guinéen pendant la rencontre, des combinaisons avec Hadj Moussa, il va s'en rappeler, il y a des combinaisons avec Hadj Moussa sur le couloir droit de l'attaque algérienne. Il a été plébiscité déjà par plusieurs journalistes, par plusieurs observateurs du football algérien. Aujourd'hui, il est là avec cette équipe d'Algérie et ça sera peut-être l'une des révélations, on l'espère, sur le long terme du football africain dans les prochaines années. On va faire un petit tour sur le dernier match quand même, Cameroun, Mozambique. Rapidement, Alpha, est-ce qu'il y a là aussi un joueur qui vous a marqué dans ce match? Mbeumo, moi je dirais Mbeumo rapidement. D'ailleurs sur toute la compétition, je pense que c'est un joueur qui est très intéressant. Même si sur le match face à la Côte d'Ivoire, je l'ai senti un petit peu, pas en dedans, mais un petit peu décalé. Mais hier aussi, je dirais Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo, je vais donner un autre Camerounais aussi. Je vais parler, de toute façon, on va quasiment tous donner le même si Mohamed l'a déjà montré. Il s'agit de Christian Kofan, autre joueur du Bayer Leverkusen qui brille dans cette compétition, cette fois du côté des Lions indomptables. Donc voilà, un véritable là aussi buteur, auteur de 5 buts, 5 passes décisives avec le Bayern München dans cette saison en Allemagne. Donc voilà, c'était un joueur qu'il fallait quand même souligner dans cette rencontre.
Je pense qu'on est plutôt unanime sur Kofen et donc c'est vraiment un joueur qui a été décisif. Vous l'avez dit aussi, Mohamed, qu'est-ce que vous en avez pensé de sa rencontre? Je pense que ce n'est pas un choix très original, donc c'est Bien sûr. Pour une fois, C'est le choix de la CAF là aussi, hein, vraiment. une fois que j'ai pas un choix original, mais je trouve que voilà, il a marqué, il a fait le nécessaire, il a ramené les 3 points au Cameroun, donc il a fait le taf. C'est ce qu'on demande d'un attaquant et il a rempli sa fonction. Écoutez, à présent, c'est la fin de cette première partie de Cannes+, et on vient d'accueillir quelqu'un de nouveau sur ce plateau. Dans un instants, on y reviendra. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de Cannes+, et tout de suite, le focus. Et pour parler de ces 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons toujours le plaisir d'avoir sur notre plateau Si Mohamed Mahsoud, merci d'être là. Et bien sûr, à distance, Alpha Baldé qui est toujours avec nous. Toujours là. C'est pour s'assurer que vous êtes toujours là. Et on va parler un peu de ce tableau des 8e de finale de Coupe d'Afrique des Nations qui présente de nombreux chocs. On va y revenir, on va surtout revenir sur les grandes rencontres à l'affiche de ces 8e de finale. Pour vous, Si Mohamed, quels sont les grands matchs de ces 8e de finale? Les chocs que vous avez peut-être en tête là maintenant? Je pense la réponse la plus facile, ça va être Algérie-RDC. Je pense que c'est le match le plus attendu du 8e. Un match très disputé, les deux équipes ont de quoi aller jusqu'au bout et malheureusement une des deux équipes va devoir nous quitter très rapidement. Donc je pense que ça c'est la grande affiche des 8e. À côté il y a aussi un match que je considère très disputé, c'est Mali-Tunisie. Deux équipes extrêmement proches, en plus qui va être joué au stade Mohamed V, on connaît l'ambiance à Casablanca. Donc je pense que c'est les deux grosses affiches de 8e, ou du moins celles qui paraissent le plus équilibrées et qui promettent le plus. Dans cette compétition, on retrouve quasiment tous les favoris de ces 6 groupes. Comment ça s'explique? Comment on explique le fait que pas mal d'équipes qu'on attendait peut-être surprises, on parlait à un certain moment peut-être je sais pas moi, de la Tanzanie, le Mozambique est peut-être la seule surprise un peu dans ces 6 groupes, mais pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas vraiment beaucoup de surprises, contrairement aux dernières éditions dans cette Coupe d'Afrique 2025? Alors, c'est difficile de l'expliquer puisqu'on ne connaîtra pas forcément les véritables raisons, mais on peut quand même se baser sur certaines réalités qui pourraient donner des explications. Par exemple, on peut commencer par le climat. Faut savoir que cette Coupe d'Afrique est organisée dans une période où le climat est plutôt semblable à celui qui se fait du côté de l'Europe, où donc les joueurs des grands clubs, la plupart des joueurs des grands pays, des grandes nations évoluent. Quand tu prends la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, etc. Par rapport à des équipes, par exemple, je vais citer comme, allez, on va dire quoi? On va dire des équipes comme l'Ouganda ou toutes ces équipes-là. Donc même la Guinée équatoriale, peut-être qu'on attendait en tant que surprise, a voilà, beaucoup déçu dans cette compétition. Oui, la Guinée équatoriale fait partie des équipes qui ont énormément déçu, mais je pense qu'elle a raté sa qualification face au Soudan. Le Soudan qui arrive à gagner sans marquer de but avec un but contre son camp. Donc on peut prendre aussi les infrastructures. Les infrastructures aussi aident beaucoup quand tu es une équipe joueuse avec des joueurs de grand niveau dans ton équipe. C'est vrai que c'est plus facile de proposer du football et de confirmer ta domination face à des équipes où lorsque le terrain n'est pas dans de bonnes conditions, lorsque l'humidité est très importante, etc. C'est des joueurs qui évoluent souvent dans le football local africain, donc qui ont l'habitude de ces conditions compliquées, que ce soit conditions climatiques ou conditions de terrain ou conditions de voyage. Lorsque tous ces paramètres-là ne sont pas forcément à l'avantage des joueurs qui évoluent dans le continent européen, ces joueurs qui évoluent sur le continent africain tirent un peu leur épingle du jeu. Ça peut expliquer cela. Mais il n'y a pas que ça. Peut-être aussi tout simplement que, voilà, c'est des équipes qui avaient envie de se racheter. C'est des équipes qui avaient envie de revenir. Quand on sait que l'Algérie, 2 dernières CAN élimination, quand on a vu certaines équipes passer à la trappe un peu, elles avaient envie peut-être aussi de se racheter. Pour revenir également sur cette rencontre, sur ces prochaines rencontres, Alpha Baldé, sans compter le Maroc, et pour vous aussi également, Si Mohamed, quelles sont les équipes favorites de ce tournoi? Peut-être même un joueur favori pour vous? Alors, juste
Expliquez-nous pourquoi, selon vous, par exemple, le Maroc devrait aller jusqu'en finale ou Vous avez choisi à sa cette place. Coupe d'Afrique des Nations. Oui, j'insinue qu'il est grand fan du Maroc. Alors, pourquoi, selon vous, ou même Alpha Baldé? Donc, je vous demande à tous de reprendre vos ardoises et écrire l'équipe favorite écoutez, ou le joueur favori de cette compétition. Pendant qu'on écrit, on va laisser Alpha Baldé. Je ne sais pas quel a été votre pronostic avant la compétition, mais là, après ces huitièmes, après cette phase de groupe, est-ce que votre intuition change? Est-ce que vous avez changé votre favori? Quelle est-elle dans cette compétition? Non, ça n'a pas changé, ça a plutôt confirmé. Moi, je dirais, mon trio, c'est alors l'Algérie, c'est un peu greffé, même si je l'aimais pas en favori. Mais mon trio n'a pas changé, il est toujours là. Mon trio, c'était le Nigeria qui a fait 3 matchs, 3 victoires dans son groupe et qui a plutôt impressionné offensivement surtout. Pour moi, c'est l'équipe que je vois vainqueur de cette Coupe d'Afrique que j'avais prédit depuis avant la compétition. Et suivi du Sénégal, le Sénégal aussi qui s'est qualifié leader de son groupe. Et j'avais mis le Maroc en troisième. Donc toutes mes trois nations, tous mes 3 favoris ont terminé leader de leur groupe. Donc ça veut dire que c'est des équipes qui restent. Et quand on voit le tableau, le Sénégal a pratiquement une porte ouverte jusqu'en demi-finale minimum parce qu'ils vont avoir le Soudan, ils vont ensuite avoir peut-être le Mali ou la Tunisie qui est toujours à leur portée. Et ensuite, ils seront en demi-finale. Et quand on voit le Maroc aussi, c'est presque jouable jusqu'en demi-finale ou le Nigeria aussi. Voilà. Donc moi, je vois le Nigeria toujours vainqueur. Je change pas. Je vois toujours le Sénégal finir en finale et je vois le Maroc en demi ou pourquoi pas en finale. Voilà. Et j'espère pour vous remporter, bien évidemment, mais bon, ça reste. Ça, c'est le choix du cœur. Ça, c'est le choix du cœur pour nous, mais le choix de la raison est peut-être différent. Moi, je vous avoue, dès le premier numéro, j'avais donné le Sénégal qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Alors certes, il y a des interrogations autour du jeu proposé par les Lions de Papio dans cette phase de poule. Mais je pense que c'est Mayacine Mar, d'ailleurs l'ancien directeur technique national de la fédération sénégalaise, qui l'avait dit sur notre plateau. Il faut savoir gérer un tournoi et non pas des matchs. Et c'est peut-être ça aussi. On attend une montée en puissance du Sénégal. Et c'est peut-être à partir de huitième de finale, un huitième de finale à venir face au Soudan, que cette équipe sénégalaise, je pense, commencera à monter en puissance. Si Mohamed, un petit jazz avec la petite étoile, bien entendu. On vous laisse parler de l'attaquant du Real Madrid. Donc, Brahim Diaz et in fine du coup le Maroc. Moi, avant la compétition, c'était le Maroc le grand favori. Et mon pronostic, c'était Maroc champion d'Afrique. Et je pense que je ne vais pas changer d'avis. Et pourquoi Brahim Diaz? Parce que je pense que c'est une compétition extrêmement importante pour lui. Bien sûr, c'est une compétition extrêmement importante pour tous les Marocains. Mais je pense que Brahim Diaz, il a un double enjeu. C'est quelqu'un qui a un peu perdu en confiance au Real Madrid avec son temps de jeu qui était minime. Là, je pense on a tous vu ces derniers matchs qu'il jouait avec une rage, une envie, une ambition qu'il voulait vraiment prouver. Pour première chose, prouver aux Marocains, redonner un peu l'amour qu'il a reçu. Et deux, je pense regagner sa place de titulaire au Real Madrid. Donc je pense que c'est une compétition extrêmement importante à double enjeu pour Brahim Diaz. Et je pense que le Maroc ira jusqu'au bout, Inch'Allah. Et un des facteurs clés, ça va être Brahim Diaz. Et pour vous, alors, Alpha, est-ce que vous avez dit quel est votre joueur favori? Pour finir meilleur joueur de la compétition, Oui. j'avais mis, c'est vrai qu'au départ, moi j'avais mis Iliman Ndiaye, même s'il est intéressant, je pense qu'il s'est fait un peu dépasser. Moi je vois bien Brahim Diaz. Moi je vois bien Brahim Diaz, sincèrement, je suis d'accord avec mon confrère qui éclabousse la compétition, qui est toujours placé au bon moment, au bon endroit, qui est très intéressant techniquement. Qui bonifie tous les ballons qu'il reçoit, qui est exceptionnel tout simplement. Donc non, je vois bien Brahim Diaz. Sinon, un Alexis Iwobi au milieu de terrain, je suis très friand d'un milieu de terrain aussi. Alexis Iwobi au Nigeria m'a l'air très intéressant aussi, mais sinon je mets Brahim Diaz. À présent, je vais vous demander à chacun, on va passer peut-être à la révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations, peut-être un jeune joueur qui a été décisif, qui entame peut-être ses sélections, qui est en début de sélection, mais peut-être également un joueur qui fait un comeback ou qui a réalisé une belle performance lors d'un des matchs. L'un de ses propres matchs. Allez-y. Oui, je sais, il y a plein de révélations. Il y a plein de révélations. On peut mettre une sélection ou pas? Absolument. On peut mettre une sélection? Allez-y. Je vous autorise, Anas. Parfait. Donc la prof me dit, on va noter et on va aller, bien sûr. Je vais demander encore une fois à Alpha, comme ça on ne va pas écouter le son de la craie toujours. Alpha, votre joueur ou votre sélection qui vous a surpris dans cette compétition? Alors tu vois, je partais sur un joueur, tu m'as mis le doute, donc je ne sais pas entre joueur et sélection, je mets lequel. Tu peux mettre les deux si tu veux, moi ça ne me dérange pas.
Non, allez, moi je pense qu'on va mettre la même sélection, donc je mets les deux, mais je te laisse aller sur la sélection. Mozambique en termes de sélection et en termes de joueurs. Bien joué. En termes de joueurs, je mettrai Maza. Je sais qu'il allait mettre le Mozambique, je suis d'accord avec lui. Donc, je te laisse aller. Et Maza, vous en avez parlé tout à l'heure aussi. Non, c'est vrai. Bah, je vais laisser d'abord parler d'un des joueurs, si ce n'est le meilleur joueur dans cette compétition, c'est Jenny Katamo, l'ailier du Sporting. Et vraiment, on en a marre d'entendre les mêmes noms, les mêmes leaders, les mêmes grandes stars africaines. Il faut donner un peu également la parole, donner un peu de visibilité à ces joueurs également, avec Eugénie Katamo, pour moi, qui a réalisé vraiment une belle performance hier face au Cameroun. Il a été décisif, il a donné de très belles passes. Pour moi, également, il a encore beaucoup de choses à prouver lors de cette compétition, mais il a quand même réalisé 2 buts, donc vraiment ça reste considérable, une passe décisive. Donc Eugénie Katamo, un nom à retenir durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour rebondir sur le Mozambique, avant de vous laisser la parole, c'est Mohamed, et j'ai vu un petit nom qui m'est très cher sur votre ardoise. Pour parler du Mozambique, c'est une équipe qui d'abord a été un peu une surprise, pas une surprise vraiment lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il y a ce match nul arraché au dernier moment face au Ghana qui fait qu'il renverse toute la compétition, parce que ça permet même ensuite à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour les 8e de finale de la compétition. Mais voilà, là aussi, c'est une équipe dans un groupe avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon qu'on attendait peut-être dernière, avec quand même des joueurs qui sont intéressants. Renildo de Sunderland, Mécher, l'ancien Bordelais qui joue aujourd'hui dans certaines deuxièmes division, encore vous l'avez dit, Jenny Katamo, vous en avez déjà très bien parlé. C'est vrai que voilà, on n'attendait pas cette équipe-là et pourtant elle joue décomplexée, elle arrive sans pression. Au contraire, le Gabon qui a cette obligation d'aller chercher au moins une 3e place peut-être à jouer avec cette pression-là. Et quand on sait aussi les problèmes qu'il y a en interne du côté du Gabon, eh bien ça leur a porté préjudice lors de ce match face au Mozambique. 3 buts marqués face au Gabon, aussi 1 but marqué face au Cameroun. Ça n'est pas une équipe vraiment en tout cas, j'allais dire à Hagar. J'avais le mot en déjà, j'avais pas le mot en français. Je suis désolé. À sous-estimé, et je pense que le Nigeria devra faire attention, surtout que la défense nigériane n'est pas vraiment la plus rassurante dans ce début de compétition. On finit avec vous, si Mohamed. Alors, moi j'ai un peu triché parce que j'ai mis non pas un joueur mais 2. Là vous allez encore dire que j'ai suivi mon cœur. Mais écoutez, bon, vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit. Écoutez, je suis marocain donc bon. Alors moi c'est Anas Salahdine et Naïl Ainaoui. Anas Salahdine, pourquoi? Parce que je pense que le poste d'arrière gauche, on a longtemps galéré. On a soi-disant dépanné avec Noussair Mzraoui, qui de base est un défenseur droit de métier. On a essayé Belamri, Karouani. Walid d'ailleurs a été critiqué quand il n'a pas convoqué Karouani. Et là franchement j'ai juste envie de dire bravo à Walid parce qu'il était visionnaire. Il a vu le potentiel de Anas Salahdine qui est en train de réaliser une compétition XXL, 2 premiers matchs exemplaires. 3e match malheureusement il n'était pas là, mais alhamdoulilah on a eu Chibi et Mzraoui qui ont fait le taf. Donc je trouve que la question qui va se poser maintenant, c'est avec le retour de Hakimi, est-ce qu'on aura Anas Salahdine qui va être titulaire ou Mzraoui qui va être mis à gauche? Mais en tout cas, les deux sont très bons. Et bien sûr, Naïl Ainaoui, j'ai envie de dire, ce n'est pas une surprise. On l'a vu durant les 3 ou 4 premiers rassemblements. C'est un joueur qui amène beaucoup de fraîcheur dans le milieu de terrain. C'est un très bon relayeur qui amène de l'équilibre dans cette équipe. C'est, on va dire, le profil qui peut remplacer Prime Salim Amlah de la Coupe du Monde 2022 Qatar. Donc on est très content de l'avoir et je pense qu'il fait énormément du bien à cette sélection marocaine. Si Mohamed, justement, est-ce que vous utilisez votre plateforme digitale 532 pour mettre en valeur les joueurs favoris, vos joueurs favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez fait des posts sur les réseaux sociaux de Naïl Ainaoui ou de Anas Salahdine? Est-ce que vous êtes concentré sur ces joueurs-là? Alors, sincèrement, on se doit de donner l'information fiable et au mieux neutre. Donc, on a des joueurs favoris, bien sûr, chacun de la plateforme a ses joueurs favoris. Maintenant, les faits sont différents durant les matchs. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que ça a toujours été de mettre en valeur le football marocain à l'échelle internationale. Donc, si un joueur fait une grosse performance, on se doit d'écrire sur ce joueur, de le complimenter, de faire son éloge, etc. Et si un joueur passe à côté de son match, on fait comme si on n'a rien vu et on n'écrit rien. Donc le but, c'est que partager des ondes positives, comme Walid on a d'ailleurs parlé très souvent. Donc le but, c'est parler quand ça se passe bien et quand ça se passe mal pour un joueur.
Parfois, on leur écrit en privé pour leur soutenir, etc. Je parle l'exemple d'un Ilyes Benserir qui a un début de saison difficile, Ounahi avant de retrouver sa place titulaire en Liga. Donc, nos joueurs, je pense, ils ont besoin, comme a dit Walid Regragui, d'amour. Bon, je sais que les gens, ils n'aiment pas trop ce terme, mais ils ont besoin d'être aimés. Donc, quand ils sont bons, on essaie de leur montrer cet amour. Quand ils sont un peu moins bons, on essaie de le faire, mais pas publiquement. Au-delà juste des internationaux marocains, à l'international, vous avez aussi un rôle très important dans le développement, en tout cas dans le développement de la communication du football national. La Botola, vous l'avez suivi tout au long de ces dernières années. Vous avez même décerné des trophées dédiés à la Botola. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer justement votre politique par rapport au championnat national en tout cas? Alors, en fait, le constat, il est simple. Le constat, c'est que chaque pays au monde a une culture sportive. Je pense qu'il y a des pays qui réussissent plus que d'autres à promouvoir cette culture sportive, à l'exporter à l'international. L'exemple le plus simple, c'est celui du Brésil. Le Brésil est connu comme étant le pays du football et ils ont pu se concentrer sur ce cliché pour développer leur tourisme, développer leur économie, etc. Je pense que malheureusement, le Maroc n'a rien à envier au Brésil ni à n'importe quel pays. On est de manière indéniable un pays de foot. Maintenant, ce qui nous manquait, c'était de pouvoir exporter cette idée à l'international. Et du coup, c'est là où on a fait, on va dire, un choix fort, celui d'utiliser l'anglais, pour pouvoir exporter justement ce football local à l'échelle internationale et d'avoir cette ambition de faire connaître la Botola, de faire connaître les joueurs locaux marocains. Et vous l'avez très bien dit, on a parfois décerné des trophées à des joueurs. On a un peu répliqué le modèle européen de Team of the Season, Player of the Month, etc. Et le but, c'est qu'après, ces joueurs partent en Europe et soient connus en Europe. Et d'ailleurs, il y a eu plein de joueurs qui, en 2022-2023, ont reçu des trophées 5-3-2 et des années plus tard, ils sont en train de briller en Europe. Je vais prendre un exemple tout simple, celui qui me vient en tête. Tchaoufer Ben Taïeb, attaquant de Chouarga. Il avait gagné le titre de meilleur talent en 2023, si je ne me trompe pas. Là, aujourd'hui, c'est le buteur de la Ligue 2. On espère le mieux pour lui et on espère qu'un jour, il sera le buteur de la Ligue 1. Absolument. Est-ce que, dernière question pour parler un peu de ce développement de la communication autour du football national, est-ce qu'il faut, comme le Brésil le fait, créer un peu une hype du joueur marocain? On sait aujourd'hui un joueur brésilien, lorsqu'il vient en Europe, il y a toujours, peu importe son niveau, on le hype un peu plus, on le surestime. Est-ce que, sans pour autant surestimer les joueurs marocains, est-ce qu'il faut créer cette marque de footballeur marocain à l'international? Alors, en fait, c'est un peu drôle parce que cette discussion, je pense, quand j'avais intégré 5-3-2, on l'a eu avec Adam, Chadji, Yassine. Il m'avait expliqué un point, c'est que effectivement, on n'a pas d'ADN pour l'instant propre, mais c'est en train de devenir à partir de 2022. Je vais vous donner un exemple simple, c'est Ounahi. Je pense qu'Ounahi aujourd'hui incarne ce qu'on veut qu'un joueur marocain ressemble. Donc Ounahi, c'est un peu le tiki-taka, c'est un jeu simple, c'est un jeu fluide, etc. Donc je pense que l'ADN, elle va avoir du mal à être créée. C'est normal, c'est l'histoire, c'est des années et des années. Mais je pense qu'in fine, après plusieurs années de travail, le travail de la fédération, le travail du Royaume du Maroc sur le volet de football, on va finir par avoir une identité de jeu et un ADN. Et je pense que vous le connaissez autant que moi, mais là, on a vu pas mal de trolls un peu sur Facebook qui parlent de voilà, Inserino, ça devient 100 millions d'euros. Inserovic, ça devient 150. Nous, on aimerait bien qu'il n'y ait plus ce cliché de nom et qu'un joueur marocain soit respecté à ses justes valeurs et qu'il y ait un ADN d'un joueur marocain pour pouvoir promouvoir le football marocain à l'échelle internationale. Inch'Allah. Merci vraiment pour vos réponses. Merci pour votre engagement pour le foot marocain à travers les plateformes digitales. Je rappelle que vous êtes cofondateur de la plateforme digitale 532. Merci également à Alpha Baldé qui est avec nous à distance pour répondre à nos questions et pour peut-être vous retrouver lors d'une nouvelle édition pour les prochains tours, les phases finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci Alpha Baldé. En tout cas, je vous remercie énormément, mon ami Anas également. Merci à tout le plateau et bravo à ce que vous faites pour le foot marocain. J'ai un petit cœur pour le Maroc qui est très ami avec la Guinée. Et la Botola, je regarde énormément. Mon club, c'est le Wydad Casablanca, par exemple. Et le derby de Casablanca, pour moi, fait partie des meilleurs derbys du monde en termes d'ambiance et tout. Voilà. Eh bien, on va regarder ensemble Alpha un jour. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez. C'est la fin, je suis triste, moi. Je suis toujours triste. Mais vous ne vous inquiétez pas, on revient demain à la même heure. On retrouvez-nous à partir de 13h30 sur les ondes de Média pour Cannes+. On vous retrouve demain pour parler encore plus de Coupe d'Afrique des Nations avec toujours du foot et du foot.